podcast. France Culture présente La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jean Topard sera Pierre Bezoukov, Lili Sioux, la princesse Troubetskoï, Henri Crémieux, le comte Rostov, Daniel Ivernel, le major Denisov, Daniel Voll, Hélène Kouragine, Roger Brett, Nicolas Rostov, Serge Nadeau, le général Bagration, Jean-Pierre Joris, Dolokov, Michel Puterflamme, Kolotov, Gérard Dournel, le capitaine Nevitsky, avec Marcel Lestan, Jean Péméja, Jean-Pierre Lituac, Michel Puterflamme, Nicolas Amato, Yves Duchâteau, Christian Lude, Jean-Jacques Aslanian, Lucien Frégis, Yves Pénaud, Jacques Lalande, Jean Bollery, Marc Lambert et Henri Poirier. Les scènes que nous vous présentons aujourd'hui ont pour cadre à Moscou la demeure des Rostov, le club anglais, le bois des Sokolniki et la maison de Pierre Bezoukov. Au début de mars 1806, la princesse Troubetskoï, dans le petit salon des Rostov, d'où viennent de s'échapper Nicolas et sa sœur Natacha. La jeunesse, comte, la jeunesse. Y a-t-il quelque chose au monde de plus beau, de plus fascinant? Mais laissons cela. Vous m'avez appelé mon cher et me voilà. Puis-je vous donner une meilleure preuve d'amitié? Oui, princesse. Ah. Si vous avez vraiment de l'amitié pour moi, vous vous rendrez immédiatement chez le comte Pierre Bezoukov et vous lui demanderez de ma part... Des fraises et des ananas. Mais vous êtes une vraie devineresse, ma parole. Non, je me suis tout simplement attardée quelques secondes près de la porte et j'ai tout entendu. Écouter aux portes, ce n'est certainement pas convenable, mais c'est très instructif. Oui, en effet. Non, revenons aux choses sérieuses. Je vous aurais bien rendu ce petit service, mais... Cela me gêne. Cela me gêne d'importuner Pierre Bezoukov avec des bêtises. Il est si malheureux. Oh, c'est affreux. Que lui arrive-t-il donc? Une chose terrible, une chose dégoûtante, mon ami. Pouvions-nous imaginer, lorsqu'il a conduit Hélène à l'hôtel il y a 1 an à peine? Oui, pouvions-nous imaginer qu'il serait si vite bafoué, trahi par elle? Et cependant, c'est une belle âme, Pierre. Une minute, princesse. Si je comprends bien, vous insinuez... Je n'insinue pas. Je dis ouvertement qu'Hélène trompe Pierre. Ce n'est pas possible. Avec qui le trompe-t-elle? Avec Dolokov, cette tête brûlée. Dolokov? Pierre l'a tiré d'affaire, lui a donné je ne sais pas combien d'argent. L'a même hébergé chez lui. Et voilà la récompense. Effectivement, ça n'est pas plaisant de porter des cornes, surtout si jeune. Mais tout ça n'a rien à voir avec les fraises et les ananas, ma chère amie. C'est juste. Alors vous pensez que je peux me rendre chez lui sans... Comment dirais-je? Sans plus de façon? N'oubliez pas que ce garçon souffre, qu'il est sans doute désespéré. Mais ça n'a aucune importance. Au contraire, votre visite sera un acte de charité. Dites-lui par la même occasion de venir au club anglais. Il a sûrement besoin de distraction. C'est bon, j'y vais. Et je m'efforcerai de le réconforter, dans la mesure du possible, naturellement. Adieu, comte. À tout à l'heure, ma chère amie. Avec les fraises et les ananas, j'espère.
que de monde, que de monde. C'est incroyable, indécent presque. On dirait des mouches qui se précipitent sur un pot de confiture. Je me permets de vous faire remarquer, chère comtesse, que vous-même, une femme de goût, vous n'avez pas pu résister à la tentation. Et vous êtes venu voir le général Bagration. Moi, c'est autre chose. Si je viens au club anglais, c'est parce qu'une vieille amitié me lie à la femme du contre-Stoff. Et comme c'est le contre-Stoff qui a organisé ce banquet, vous comprenez? Le général Bagration est-il un bel homme? Un bel homme? Pas précisément. Il est grand et fort. Si c'est cela que vous appelez un bel homme, moi je veux bien. Minute, jeune homme. Vous avez marché sur les pieds. Vous n'auriez pu vous excuser, non? Eh bien, je m'excuse, là. Seulement, je me demande ce que vous faites ici, grand-père. En plein courant d'air et dans cette bousculade. Vous seriez mieux dans un fauteuil au coin du feu, hein? C'est inouï. De l'insolence. Je vais me plaindre au gouverneur de Moscou, au ministre de l'Intérieur, l'empereur, s'il le faut. Leur avec, j'imagine. Vous avez raison, votre Excellence. Les jeunes gens d'aujourd'hui sont d'une présomption incroyable et d'une goujaterie sans précédent. Et l'autre jour, un gamin de 20 ans m'a dit en souriant « Vous avez beau vous prévaloir des services rendus à la patrie, vous êtes finis quand même. L'avenir nous appartient à nous, les jeunes. Et allez, textuellement, votre Excellence. » À propos, quel âge a-t-il, le général Bagration? 39 ans. Il n'a que 39 ans. C'est donc un arriviste. Pauvre Koutouzov, effacé, calomnié, décrié de tous. Non, j'aurais beau dire, c'est seulement chez nous, en Russie, qu'on peut, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, faire passer pour un traître ou un incapable. Bref, vous enterrer vivante. Plus bas, mon oncle. Je vous en supplie, tout le monde a les yeux fixés sur vous. Ouais, et puis, ma chère nièce, qu'on rapporte si on veut. Mes paroles à Sa Majesté ou à sa police secrète. Je suis prêt oui, à me sacrifier. Son Excellence, le prince Naryshkin. Son Excellence, le prince Dolgorukov. Monsieur l'ambassadeur d'Autriche et son épouse, la comtesse von Braunschweig. Son Altesse, le duc Nikolai Petrovitch. Son Excellence, le général Bagration. Et voilà notre invité d'honneur, le général Bagration. Par ici, mon général. Par ici, je vous en prie. Toute la noblesse de Moscou est là pour vous accueillir, pour vous fêter. Mesdames, messieurs, criez « Vive le général Bagration !» Vive le général Bagration! Longue vie à notre héros national, le général Bagration! Longue vie au général Bagration! Et qu'est-ce qu'il a fait, ce petit général, pour qu'on l'acclame de la sorte? Je me le demande aussi, votre Excellence.
Silence! Je vous en prie. Merci. Et maintenant, Kolotov, notre poète national, va vous lire le poème qu'il a composé à la gloire du général Bagration. Pas de poème, comte, pas de poème, je vous en prie, c'est trop. Je ne suis qu'un soldat. Votre modestie vous honore, mon général, mais les choses doivent être faites selon les règles. Je m'en excuse. La poésie d'abord, le festin ensuite. Monsieur Kolotov, notre poète national. Décidément, ce soir, tout est national au club anglais. Les généraux, les poètes et les cuisiniers. Kolotov, lisez-nous votre poème. Glorifie pour toujours le siècle d'Alexandre Ier et garde-nous Titus sur le trône. Sois un chef puissant et un homme de bien, Rypné dans ton pays et César sur le champ de bataille, afin que le petit Napoléon, convaincu de la force d'âme de Bagration, n'ose plus lancer ses armées contre les Alcides russes. Le dîner est servi. Si vos excellences veulent bien passer dans la salle à manger... C'est ça, à table, à table. Mais je n'ai pas fini de lire mon poème, voyons. Vous finirez après le repas. Je vous le promets. Mais c'était le plus beau. Il est temps de commencer, comte. C'est vrai, mon cher ami. Je commence tout de suite. Je lève cette première coupe à la santé de Sa Majesté Alexandre Ier. À la santé de Sa Majesté Alexandre Ier. Je lève cette deuxième coupe à la santé du héros de notre dernière campagne, le valeureux général Bagration. Oh non, c'est trop. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis qu'un soldat. Mais je ne suis pas Sa Majesté l'Empereur. À la santé du général Bagration. Je lève cette troisième coupe... Une minute, comte, s'il vous plaît. Laissez le temps au laquais de ramasser les verres brisés. Bon, Grégoire, je leur laisse le temps. Mais qu'il se dépêche. Vous êtes bien triste, Pierre. Et je vous comprends. Ces toasts, ces coupes brisées, ces rires sont d'une trivialité déconcertante. Mais, écoutez, Pierre, je ne veux pas être indiscrète. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que depuis que vous avez hérité le nom et la fortune de votre père, feu le comte Bezoukov, vous avez changé radicalement. Ah, vous croyez? J'en suis persuadée. Vous êtes devenu taciturne, misanthrope. Vous vous êtes jalousement replié sur vous-même. Et depuis que vous avez épousé Hélène, vous voyez du noir. Oh, je sais bien que cette union n'est peut-être pas telle que vous l'aviez rêvée. Pierre, il faut réagir. Reprendre courage, Pierre, et surtout ne pas penser... Ne pas penser à quoi, princesse? Allez, cessez de tourner autour du pot. Allez, allez, parlez. À quoi ne dois-je pas penser? Mais à votre malheur, Pierre. Vous savez, vous n'êtes pas le seul dans votre cas. D'ailleurs, rien n'est sûr, rien n'est prouvé. Et les calomniateurs ont vite fait de... Ainsi, vous croyez qu'Hélène me trompe? Moi, je n'ai pas dit ça, Pierre.
Dans ma sollicitude, dans mon affection pour vous, je voulais simplement vous mettre en garde. C'est déjà fait, princesse. Ce matin, j'ai reçu une lettre anonyme qui me disait que je ne voyais pas clair à travers mes lunettes et que la liaison de ma femme avec Dolokhov n'était un secret que pour moi. C'est ignoble. Et l'auteur de cette lettre est un scélérat. Oui, peut-être, mais ça ne change rien à l'affaire. Et je ne peux plus regarder Dolokhov sans qu'une colère aveugle et terrible s'empare de moi. Je comprends. C'est un individu méprisable et un bretteur. Vous avez eu tort de faire des démarches en sa faveur et de lui donner de l'argent. Il ne vous en a gardé aucune reconnaissance. Au contraire, il en a conçu une sorte de rage, de dépit. Et il s'est hâté de vous déshonorer. Mon ami, ce qui est fait est fait. Vous n'y pouvez plus rien. Il faut vous résigner et fermer les yeux sur sa liaison avec Hélène. Maintenant, je vous quitte, mon cher Pierre. J'ai un tas de gens à voir. Bravo! Encore une fois, nos coupes à la santé de Sa Majesté Alexandre Ier. Voulez-vous? À la santé de Sa Majesté Alexandre Ier! Pourquoi êtes-vous resté assis, monsieur Bezoukov? N'entendez-vous donc pas qu'on porte un toast à la santé de l'empereur? Ah, en effet. Excusez-moi, lieutenant, je me lève. Voilà, pourquoi le bouscules-tu, Nicolas? Pourquoi veux-tu que je me gêne avec lui? C'est un imbécile. Sans doute, mais tu as tort quand même, Rostov. Il faut ménager les maris des jolies femmes. Prends exemple sur moi. Messieurs, mieux vaut tard que jamais. Buvons donc à la santé des jolies femmes. Lève ta coupe, Pierre. Nous allons boire à la santé des jolies femmes. Et oui, mon Dieu, pourquoi pas? À la santé de leurs amants. Je vous défends! Je vous défends d'insinuer des choses. Ma femme est hors de tout soupçon. Et vous êtes un misérable. Enfin, tu t'es mis en colère, Pierre. Oh, vous êtes un misérable. Une canaille. Une vraie canaille. Mais je n'ai pas peur de vous. Je vous provoque. Levitsky, auriez-vous la bonté d'être mon témoin? À vrai dire, comte, je ne suis pas partisan de ce genre d'explication. Enfin, je veux bien être votre témoin. Par estime pour vous. Merci, Levitsky. Merci 1000 fois. Tu as raison. Rostov, il est bête à pleurer. Mais ce n'est pas tout. Il me faut un témoin. Tu me rendras bien ce petit service, n'est-ce pas? Naturellement, tu peux compter sur moi. Bon, voilà une chose faite. Malheureusement, un duel ne peut se passer d'arbitre. Autrement dit, d'un homme pour qui les deux adversaires en présence sont deux pions sans importance. Denisov, voulez-vous être cet homme? Oui. Pas pour vous obliger, certes, mais pour que les choses se passent correctement. Soit. Ah, j'espère que tu as réglé avec Nevitsky les conditions du duel. Oui, c'est réglé. Tu n'es pas inquiet, au moins? Oh non. Je suis parfaitement calme, rassure-toi. Écoute, Rostov, je vais te révéler en 2 mots tout le secret du duel. Si la veille d'une rencontre, tu fais des prières, si tu rédiges ton testament, si tu écris un tas de lettres à tes amis ou à tes parents,
Tu joues perdant, c'est sûr. Mais si tu ne fais rien de tout cela, et si tu te rends sur le terrain, fermement décidé à tuer ton adversaire, alors, tout va bien. Un chasseur de Kostroma me disait souvent, « Voyez-vous, Barine, quand on va à la chasse à l'ours, au fond de soi, on a une peur intense de le rencontrer, cet ours. Mais lorsqu'enfin on le voit surgir, la peur disparaît, comme par enchantement. Et on ne pense plus qu'à ne pas le laisser s'échapper. Eh bien, voyez-vous, pour un duel, c'est pareil. Alors, ami, à demain. À Sokolniki. Bonne nuit, mon cher. À demain. Êtes-vous prêts, messieurs? Une minute, Major, je vous en prie. Je manquerais à mon devoir, comte, et je serais indigne de votre confiance. Si en ce moment grave, je ne vous disais pas toute la vérité. J'estime, voyez-vous, que cette affaire ne mérite pas qu'on verse le sang pour elle. Mais je ne prétends pas que vous avez eu tort. Mais vous vous êtes emporté d'une façon... Oui, en effet, tout cela est bien stupide, Nevitsky. Alors, permettez-moi de transmettre vos regrets. Je suis sûr que votre adversaire les acceptera. Mais l'ennui, c'est que je ne me sens pas fautif. Je trouve seulement que se rendre sur le terrain, c'est ridicule. Alors, pour éviter l'irréparable, permettez-moi de m'entretenir avec Dolokhov. Non! Non! Pourquoi voulez-vous vous entretenir avec lui? De toute façon, il a décidé de me tuer. Dites-moi seulement jusqu'où je dois avancer. Mais jusqu'à ces deux sabres qui sont plantés là-bas, voyons. Ah, naturellement que je suis sot. Et dans quelle direction dois-je tirer, s'il vous plaît? Mais dans la direction de votre adversaire, le lieutenant Dolokhov. C'est évident, pardonnez-moi. Une dernière chose, comment presse-t-on la détente? Je le savais, mais je l'ai oublié. Alors, comte, vous ne savez pas vous servir d'une arme? Et vous voulez vous mesurer avec le meilleur tireur de Moscou, mais c'est de la folie. J'ai consenti à être témoin de votre duel, non de votre assassinat. Messieurs, c'est un assassinat que vous préparez. Ce n'est pas un duel. Sachez que le comte Bezoukov ne s'est jamais servi d'un pistolet. Et quoi? Non, inutile de poursuivre, Nevitsky. Je n'accepterai aucune excuse. En vérité, Dolokhov, c'est vous qui devriez faire des excuses au comte Bezoukov. Vous avez été odieux. Vous plaisantez. Nevitsky a raison. C'est vous le plus coupable. Et si vous aviez encore quelque sens de l'honneur, vous iriez dire au comte Bezoukov que vous étiez ivre et que vous ne saviez pas ce que vous faisiez. Non. Bezoukov a eu l'audace de me provoquer en duel, alors tant pis pour lui. Je ne renoncerai pas à la réparation qu'il me doit. Vraiment pas. Même si je vous disais que vous êtes une canaille. Oui. Même si vous me le disiez, Denisov. Ah. Alors, si on est ainsi, je considère l'incident comme clos, messieurs. Le lieutenant Dolokhov a le droit de repousser l'offre de réconciliation. Nous allons commencer. Navré, comte. Monsieur Dolokhov refuse vos excuses. Bon, ça ne fait rien. Est-ce pour bientôt, Nevitsky? On gèle ici. Nous commençons. Voulez-vous vérifier personnellement les armes, comte? Non. Moi, vous savez bien que je n'y entends rien.
Nevitsky, ayez la bonté d'examiner les pistolets à la place du comte Bezoukov. Voilà qui est fait. Les pistolets sont chargés. Dolokov, voulez-vous vérifier? Non, non. Je fais confiance à Nevitsky et à ma chance. Alors, avancez, messieurs. Tirez à volonté. À 3, vous ouvrez le feu. Bezoukov a trébuché, c'est mauvais signe. Attention! Je compte. 1, 2, 3. Tirez! Eh bien, tirez, messieurs! Mais c'est un vrai miracle. Il me semble que Dologov est touché, oui. Il est touché, il tâte son côté gauche. Dologov, c'est pas possible. En tout cas, sa blessure ne peut pas être grave. Peut-être que si, Rostov. C'est l'imprévisible et l'absurde qui mène le monde. Regarde, Dolokov ne tient plus sur ses jambes. Il chancelle. Il s'écroule. Allez voir. Comment te sens-tu, Dolokov? Bien, je me sens bien. Le duel continue. Oui. Rostov, faut-moi seulement un peu de neige dans la bouche. J'ai soif. Oh, j'ai terriblement soif. Rostov, dites à Bezoukov de rebrousser chemin et de regagner les carrés. Au carré, imbécile! C'est mon tour. Êtes-vous fou, comte? Vous présentez toute votre poitrine à Dolokov. Mettez-vous de profil au moins, oui. Et couvrez-vous avec votre pistolet. Nom de Dieu! Mais ce n'est plus de la bravoure, c'est de la conscience, de la folie! Mais couvrez-vous, comte! Attention. Grand dadais. Je tire. Oui, je tire. Ah! Manqué. Mais je recommence, oui. Je recommence. Va te foutre! Oh, je n'ai même plus la force de tenir mon pistolet. J'ai des taches devant les yeux. Oh. Pardon. Pardon, tout cela est horrible. Pardon. Je n'ai pas voulu vous tuer. Non, vraiment pas. Le coup est parti tout seul. Allez. Allez, au diable. Il a perdu connaissance, il me semble. Il ne bouge plus. Ah, pauvre Dolokov. Tu auras tout le temps de le plaindre. Pour le moment, va chercher le traîneau, tu vois pas qu'il saigne comme un porc.
jamais aimé Hélène. Je savais que c'était une dévergondée. Et maintenant, voilà Dolokhov qui se meurt, peut-être. À qui la faute? À elle. Oui, c'est elle. Elle seule qui est coupable. Mais pourquoi lui ai-je dit je vous aime? Pourquoi l'ai-je épousée? Par désir de l'avoir à moi. À moi seul. Ou par lâcheté, purement et simplement. Peu importe d'ailleurs pourquoi. Je l'ai épousée et j'ai goûté le plaisir dans ses bras. Je suis donc aussi coupable qu'elle. Et peut-être plus. Madame la comtesse fait demander si son Excellence peut la recevoir. Dis à la comtesse qu'elle entre. À vos ordres, Excellence. Qu'avez-vous fait, Pierre? Ne détournez pas la tête. Moi-même, je n'ai rien fait. Que signifie ce duel? Que vouliez-vous prouver? Répondez. Vous vous taisez. Alors c'est moi qui parlerai. Vous croyez à tout ce qu'on vous dit. Et on vous a dit que Dolokhov était mon amant, c'est cela, n'est-ce pas? Taisez-vous. Et où cela va-t-il nous mener? À faire de moi la risée du monde. On dira que vous êtes un imbécile, un ingrat. Vous avez provoqué en duel un homme dont vous étiez jaloux, jaloux sans raison. Car quelle preuve avez-vous que je suis la maîtresse de Dolokhov? Vous ne répondez pas. Et pour cause, vous n'avez pas la moindre preuve. Vous avez raison, pas la moindre preuve, mais... Est-ce parce que je me plais dans sa société? Si vous étiez plus intelligent et plus agréable, c'est la vôtre que je préférerais. De grâce, ne poursuivez pas. Ah, vous voulez me faire taire? Eh bien, je ne me tairai pas. Et je vous dirai sans hésiter que beaucoup de femmes, avec un mari comme vous, auraient pris un amant. Mais moi, je ne l'ai pas fait. Oh, ne croyez pas que ce soit pour vous rester fidèle. Oh non. C'est simplement parce que je tiens à ma réputation. Car vous, je vous hais et je vous méprise. Assez! Assez! Nous allons nous séparer. Nous séparer quand vous voudrez. Mais à condition que vous me léguiez la moitié de la fortune que vous avez héritée de feu le comte Bezoukov. Je vais t'arracher les crocs, vilaine chienne, pour que tu ne puisses plus jamais t'en servir. Non, je vais te tuer. Non. Ça sera plus simple. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vais te tuer. Mais vous venez Je vous vais là. te tuer. Ne m'approchez pas. Au secours. Non. Au secours. Oh. Hors d'ici! Catin! Catin! Hors d'ici! Hors d'ici! Catin! 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 France Culture vient de vous présenter La guerre et la paix de Léon Tolstoï, adaptation de Georges Govy. Jean Topard était Pierre Bezoukov, Lili Sioux, la princesse Troubetskoï, Henri Crémieux, le comte Rostov, Daniel Ivernel, le major Denisov, Daniel Vol, Hélène, Roger Brett, Nicolas Rostov, Serge Nadeau, le général Bagration, Jean-Pierre Joris, Dolokhov, Michel Puterflamme, Kolotov, Gérard Dournel, le capitaine Nedzvisky. Chef opérateur du son, Jean Jusforg. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Robert Maufra.
Réalisation René Jantet. Assistante de production Odile de Pontoise. La musique originale est de Ivan Semenov.